Bonjour et bienvenue à l'atelier pour cette Out of the Box numéro 15. Alors techniquement, c'est la première partie de l'Out of the Box numéro 15. Je vous explique ça tout de suite. On y va. Il y aura deux parties sans doute, peut-être même trois, je ne sais pas, de cette Out of the Box parce que c'est un sujet qui me tient à cœur depuis très très longtemps et j'avais vraiment envie de faire une vidéo pour partager avec vous les méthodes que j'utilise pour faire ça. On va en effet parler d'un sujet qui n'est pas hyper original, mais il s'agit des incrustations. Et il y a beaucoup à dire sur les incrustations. La première chose, c'est ce qu'on trouve couramment, et une incrustation, finalement, c'est quelque chose d'assez simple. Vous prenez un bout de nacre, vous dessinez dessus un motif, vous le découpez à la scie à chantourner ou à l'acide bijoutier, vous faites une cavité de la même forme dans un bois sombre, type ébène par exemple, vous collez votre nacre, et puis si jamais des fois il y a des petits liserés ou c'est pas bien complètement fait, eh ben, vous comblez ça avec de la sciure d'ébène et puis de la superglue, un coup de ponçage et ça fait le taf. Ça c'est l'incrustation simple, c'est ce qu'on fait pour les dots, pour les trapèzes, les parallélépipèdes rectangles Gibson, etc., etc. Là, on va parler plus de marqueterie que d'incrustation. On peut utiliser des tas de matériaux pour faire des incrustations, hein. Il y a des nacres de toutes sortes qui existent. On a déjà vu et utilisé différents types de nacre, hein, de la nacre noire, de la nacre classique, c'est-à-dire de la nacre blanche, de l'abalone, qui en fait est la nacre d'un coquillage absolument succulent qui s'appelle l'ormeau, de la nacre jaune, de la nacre rose, et puis il y a de la turquoise reconstituée. On peut utiliser du métal, on l'avait utilisé dans une des incrustations initiales pour les modernes par exemple. On peut bien entendu se faciliter la vie en utilisant de l'époxy, c'est-à-dire qu'on a juste besoin de faire la cavité, on fait de l'époxy, il y a des charges en poudre couleur nacre légèrement iridescente qui sont absolument parfaites, vous remplissez ça, un coup de ponçage, le tour est joué. Nous, ce qu'on va utiliser, on va s'orienter un peu plus vers la marqueterie, c'est-à-dire qu'on va utiliser du bois. Et la première chose, c'est qu'on ne va pas faire quelque chose de simple, vous me connaissez, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre juste un bout de bois incrusté dans une touche de manche de guitare. Donc on va utiliser plusieurs bois. Et la méthode que moi j'utilise, en fait, c'est de la marqueterie par différentes couches. Pourquoi ça? Parce que, imaginons que j'ai une incrustation avec 5 bouts de bois différents, je creuse ma cavité, et puis j'assemble les 5 bouts de bois. Ça commence à ressembler à un puzzle. Maintenant, si j'ai 10 bouts de bois, je deviens complètement fou, et la technique par couche, en fait, ça consiste à dire, je vais mettre un premier bois, je vais recreuser ce bois avec des nouvelles cavités. Alors évidemment, on perd du bois, mais on a une très grande précision, en particulier au niveau où les bois se touchent sur les bordures des différents motifs. Et cette technique-là, je l'ai prouvée, je pense, quelques fois sur cette chaîne, elle marche super bien. Alors des fois, c'est un peu gâcher du bois, mais ça marche super bien. Comme je l'ai dit, l'incrustation, c'est pas quelque chose de compliqué. Il n'y a pas de volume, c'est une partie femelle, une partie mâle, papa dans maman, et hop, c'est réglé. La partie fondamentale pour réussir une incrustation, c'est la préparation. C'est le dessin et la préparation. Et plus vous passerez du temps là-dessus, plus le résultat va être satisfaisant, très satisfaisant, beau, très beau. Donc, on va faire une première partie sur la préparation.
et une deuxième partie, peut-être on verra une troisième partie, mais au moins une deuxième partie sur l'application dans le monde réel de ce travail de préparation. Et dans cette deuxième partie, on utilisera deux produits de la boutique, c'est-à-dire une touche en érable et un set de plaquettes qui ont déjà été calibrées à 3 mm. Ils sont bien sûr disponibles sur la boutique. Hop, stop. Vous avez vu ce que je viens de faire là? Je viens de vous faire de l'œil. C'est une technique de drague qui était déjà démodée quand j'étais jeune. Donc c'est vous dire, ça consistait pour un monsieur et une dame dans une grande salle à légèrement cligner d'un œil pour indiquer leur intérêt qui pouvait être un intérêt commun. Tout comme plus tard, faire du genou sous la table ou faire du pied sous la table, ce sont des techniques maintenant criminelles, il faut être clair. C'est du harcèlement. Il y a même certains pays où simplement regarder une dame un peu trop longtemps, elle peut porter plainte pour harcèlement sexuel. Et comprenons-nous bien, je trouve ces lois absolument vitales. On a un vrai problème de réchauffement climatique. La cause de ce réchauffement climatique, c'est l'humanité. Et donc, le fait d'interdire toutes ces techniques où deux personnes pouvaient se rencontrer, voire plus tard faire des enfants, devrait assez rapidement arriver à la fin de la race humaine et donc résoudre le problème du réchauffement climatique. Bon, je digresse. On revient sur les incrustations. Donc, on va utiliser des plaquettes, c'est des jeux de plaquettes de 10 couleurs, de 10 bois différents. Et on va utiliser aussi de l'érable. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire de la marqueterie ou de l'incrustation avec du bois, sur des bois sombres, des touches en ébène, des touches en grenadille d'Afrique ou en bois sombre, ou même en palissandre, vous savez qu'à la finition, les bois ont tendance à s'assombrir aussi, et des fois on peut perdre un peu la qualité des motifs du travail qu'on a effectué. Alors que si on prend une base très claire, érable, génial, on va pouvoir vraiment mettre en valeur les petits morceaux de bois qu'on va assembler pour faire notre incrustation. Donc voilà, première partie. Je vais vraiment détailler la façon de faire les dessins préparatoires qui nous permettront d'obtenir une belle incrustation. Alors, il y a la technique traditionnelle, vous prenez un dessin sur Internet, vous prenez du papier calque, vous redessinez plus ou moins bien, vous collez ça sur le matériau et hop, vous découpez, vous creusez, etc. On va utiliser un outil de dessin vectoriel qui est gratuit, qui s'appelle Inkscape. Et on va parler un peu de la différence entre le dessin vectoriel et le dessin normal, parce que c'est toujours un sujet intéressant. Et à partir de ces dessins dans Inkscape, on pourra toujours imprimer sur une imprimante et sur du papier calque si on veut utiliser une méthode traditionnelle, ou on pourra se servir des vecteurs qu'on aura obtenus pour les injecter dans n'importe quel logiciel de parcours d'outils du marché. Ils utilisent tous du dessin vectoriel. Et là, vous pourrez usiner les parties mâles et les parties femelles sur une CNC. Je rappelle, c'est le but aussi de la chaîne de vous expliquer cet aspect ou de vous montrer ces techniques à la CNC. Donc, première partie, on se dirige et on va utiliser Inkscape. C'est un rappel pour la plupart d'entre vous, mais bon, ça vaut le coup quand même d'en parler. Il existe deux types de dessins sur ordinateur, les dessins matriciels et les dessins vectoriels. Le plus connu, le plus utilisé, celui que vous avez sur le web la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle du dessin ou des photos ou des images matricielles. En gros, l'idée, elle est simple, c'est qu'il y a des petits points qui s'appellent des pixels, et ces petits points, ils portent trois informations, deux informations pour leurs coordonnées, et généralement trois informations pour leur couleur. Et les outils les plus classiques et les plus connus, c'est Photoshop et son équivalent gratuit GIMP,
qui ont quelques fonctions vectorielles, mais donc c'est pas le but principal. Et puis, il y a des dessins vectoriels, originellement CorelDRAW, Illustrator, et nous, ce qu'on utilise, c'est un logiciel gratuit qui s'appelle Inkscape, qui se télécharge gratuitement, et qui fait très très bien le boulot. Alors la grosse différence, c'est quoi? C'est en haut, j'ai une courbe qui est matricielle, et en dessous, j'ai une courbe qui est vectorielle. Et si on zoome sur la courbe matricielle suffisamment, ben on commence à voir les petits pixels, en fait, qui représentent la forme de la courbe. Et la différence, c'est que si on prend cette fois-ci la courbe vectorielle, on peut zoomer autant qu'on veut, on ne voit pas de pixels. Et c'est parce que cette courbe vectorielle, elle est définie par les paramètres de fonctions polynomiales. Je vais revenir là-dessus derrière en détail. Voilà la différence entre matriciel et vectoriel. Alors, pourquoi faire du dessin vectoriel? En dehors de l'aspect précision, bien entendu, c'est tout simplement parce que quand vous allez vouloir faire des parcours d'outils, si vous utilisez une CNC, les outils de parcours d'outils, quelle que soit la marque, ils utilisent des vecteurs, c'est-à-dire des formes vectorielles. Pour faire nos dessins, on va utiliser des courbes de Bézier. Alors, c'est pas la ville de Béziers, hein, c'est un ingénieur de chez Renault qui, vers la fin des années 50, a inventé les fonctions dites courbes de Bézier maintenant. Alors, cocorico. Une courbe de Bézier, elle va être définie par 4 points. Les 2 points qui sont les limites en fait de la courbe, hein, le premier point et le deuxième point, ce sont ceux qui sont en rouge, et 2 points qui sont des poignées et qui vont contenir des informations qui vont permettre de calculer en fait la forme de la courbe. Voilà ce que c'est une courbe de Bézier. On a importé un dessin matriciel, on le voit d'ailleurs parce qu'on voit les petits pixels. On met un point au début, un point à la fin. Et on va créer les autres points. Et on a donc bien nos 2 points terminaux, initiaux et terminaux, et les 2 autres points qui vont contenir les informations sur la forme de la courbe. Ceux d'entre vous qui découvrent cet outil, ça peut sembler un peu rébarbatif, il y a des commandes, des machins partout, enfin c'est le bordel. Pour préparer nos incrustations, on va globalement utiliser juste 3 boutons, une combinaison de touches et 2 fonctions. C'est pas grand chose. Les 3 boutons qu'on va utiliser, le premier bouton, c'est le bouton plume. En fait, c'est une vieille référence au rotring. Ceux qui ont connu les rotrings en DESDUS, en dessin industriel, mettez-le dans les commentaires. Et ce bouton-là, il va permettre de créer les courbes. On le sélectionne. Notre curseur devient une plume avec une petite croix. On clique. Là, il y a un trait rouge qui est le trait de mouvement du curseur hein, pour nous aider. On reclique, ça devient vert, ça veut dire que là, il y a bien 2 points. Et puis, j'ai toujours mon trait rouge. Si je veux m'arrêter là, je vais sur un deuxième bouton, qui est le bouton de sélection, qui est ici. Et sur le bouton de sélection, je clique. Et là, ça passe en bleu. Et j'ai mon premier dessin. Le troisième bouton, c'est le bouton qui est juste en dessous, qui s'appelle l'outil nœud, et qui va permettre de visualiser ce qu'on a fait. Et si je clique dessus, vous voyez qu'ici, il y a 2 petits losanges qui deviennent rouges quand on met son curseur dessus, et qui correspondent à nos 2 points. Alors, pour l'instant, on a une droite. Et ce qu'on veut, c'est avoir une courbe. Et pour ça,
On va simplement mettre son curseur sur le point, il devient rouge, maintenir la touche majuscule, et là on va pouvoir tirer une poignée. Et vous voyez que notre forme, si on fait la même chose ici, on va se rapprocher de la forme qu'on veut avoir. Et après, on va jouer simplement sur ces poignées. Il suffit de mettre son curseur et de dire, voilà, je préfère que ce soit un peu plus bas ici, je préfère que ce soit un peu plus haut ici, etc. Dès qu'on pense qu'on a fini, on reclique sur le bouton du haut, l'outil sélection, et on repasse en mode normal, et on a notre première courbe. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Deux petits trucs à connaître. Si jamais je voulais un troisième point entre ces deux points et puis que j'ai oublié de le mettre, il suffit que je clique 2 fois, clic, sur ma courbe, et vous voyez qu'il y a un troisième point qui apparaît avec ces deux courbes de Bézier. Il a recalculé lui-même les poignées de mes deux points initiaux et il a rajouté des poignées à celui-là. Et après, on peut jouer avec ce point-là en le maintenant avec le curseur. On peut jouer avec... vous voyez, c'est ce qu'on appelle un point symétrique, c'est-à-dire qu'il est comme ça. Si jamais je voulais avoir une autre forme, j'ai juste besoin de cliquer et j'utilise ce petit bouton-là, rendre dur, qui fait que maintenant, il redevient un losange, c'est plus un carré, et là, je peux jouer individuellement avec chacune des deux poignées. Vous voyez que les deux nœuds terminaux avec une seule poignée puisqu'ils sont au bout, alors que celui-là a deux poignées, ce qui permet de jouer comme on veut. Dernière petite chose, j'ai arrêté et puis je veux continuer mon dessin. Je me remets en cliquant sur Outils Plume, je resélectionne ce point-là, et je peux continuer. Créer un point ici, me mettre en mode point, tirer une courbe, et vous voyez que celui-là maintenant n'étant plus terminal, eh bien, il a une deuxième courbe possible, il a une deuxième poignée possible, pardon, pour avoir une courbe un petit peu différente. Voilà, il suffit d'un petit peu de pratique, d'alterner les trois boutons. Sélection, on sort du mode dessin, on affiche ce qu'on a fait, et avec l'outil plume, on dessine. La deuxième chose dont on va avoir besoin, mais un petit peu plus tard, et on le reverra, c'est deux fonctions qui se trouvent dans le menu chemin, une qui s'appelle différence et une qui s'appelle intersection. On va regarder tout de suite ce que ça peut donner. On va dessiner un cube. Ça, c'est notre dessin du dessous. On va dessiner un cercle. Bien le voir, c'est notre dessin du dessus. Et globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend celui du dessous, celui du dessus, chemin, différence. Il enlève celui du dessus de celui du dessous. Et l'autre fonction, c'est on sélectionne à nouveau les deux, et là on fait intersection. Et là on se retrouve avec juste l'intersection des deux vecteurs. Il prend la couleur du vecteur initial, c'est-à-dire le premier qu'on avait sélectionné, celui qui était en dessous. Si jamais je me mets en mode point, vous voyez que pour faire son boulot, il a créé lui-même des courbes de Bézier qu'on va pouvoir manipuler à nouveau comme on veut grâce au poignet. Toutes ces courbes ont deux poignées, tout simplement parce que là, c'est ce qu'on appelle un vecteur fermé, alors que la courbe de tout à l'heure, c'était un vecteur ouvert. Les limitations. Avec un petit peu de pratique, c'est ce qui va nous servir à savoir où positionner les points. Donc on a vu, pas de problème pour faire une courbe, il y a juste besoin de deux points. Là, on a une doucine, et pas de problème non plus. On met un premier point à un bout, on met un deuxième point à l'autre bout,
On clique sur sélection. On affiche nos points. Et en maintenant majuscule, on va dire, voilà, on a une forme comme ça ici. Et là, on va aller à l'inverse. Et on a notre doucine. Par contre, quand on commence à avoir une forme un peu plus tarabiscotée, on ne peut pas se contenter des 2 points terminaux, il va falloir au moins un 3e point. En fait, généralement, juste un 3e point. Et on fait comme ça. On dit, il y a un point ici, il y a un point ici au retournement, il y a un point ici, hop, on se remet en mode point. Et en fait, on a simplement résolu notre problème, puisqu'on a 2 doucines. Mine de rien, les doucines, c'est la base d'une forme de guitare. Et là, comme c'est pas un nœud terminal, on a une 2e poignée qui va nous permettre de refaire le job exactement de la même manière. L'autre limitation qu'on va avoir, et ça c'est une limitation physique, parce que ce qu'on veut, c'est à la fin faire une incrustation. C'est, on va juste faire un rond qui correspond en fait à la taille de notre fraise de 0,5. Vous voyez que si je vais dessus, elle fait 0,5 mm par 0,5 mm. J'ai fait un dessin avec un angle aigu. Ma machine, elle pourra aller que jusqu'ici. Et donc, en fait, on va avoir une limitation, c'est-à-dire qu'au moment du parcours d'outils, il ne va pas me faire un parcours d'outils sur le trait noir, il va tenir compte du diamètre de la fraise, c'est-à-dire 0,5, et en fait, j'aurai une forme de courbe. Il y a une limite physique, alors on est à 0,5 mm, hein, ça se voit à peine. Mais c'est vrai qu'il faut tenir compte de cette limite physique, c'est-à-dire qu'on fait un dessin hyper précis avec plein de points, des tas de petits détails, et on est un petit peu déçu parce qu'à la fin, nos petits détails, ils font moins de 0,5 mm de diamètre et ça fait pas des angles, quoi. Voilà les 2 limitations dont il va falloir tenir compte quand on va dessiner. Quand on prépare le dessin d'une incrustation, il faut s'organiser. Et il y a une fenêtre qui est importante dans Inkscape, c'est la fenêtre des calques. En gros, là, vous voyez, j'ai 2 objets. Ils sont rangés dans le même calque, qui est le calque par défaut, qui s'appelle calque 1. Et ils portent des noms à coucher dehors. Donc, super, on peut les sélectionner, bravo. Mais quand on va en avoir 15, ça va commencer à devenir très compliqué. Donc, l'idée, c'est d'utiliser le ajouter un calque, de dire, ça c'est ma fraise, et de ranger la fraise au bon endroit. L'un des intérêts d'avoir plusieurs calques, c'est bien entendu qu'on peut les afficher ou pas avec le petit œil qui est ici. Et on va comme ça avoir toute une série de calques qui nous permettra d'organiser notre incrustation. Alors le dessin. Le dessin, vous pouvez dessiner vous-même. Et vous pouvez piquer des dessins sur Internet. En particulier, je conseille les dessins de tatouage, parce que ça, vous avez déjà des traits, c'est assez précis. Mais c'est pas ce qu'on va faire sur cette Out of the Box. On va faire un truc, c'est on va rendre hommage à un monsieur que j'admire énormément, le nancéen Jacques Callot, qui est né à la fin du XVIe siècle, et que je considère comme le grand maître de la gravure et de l'eau forte. L'eau forte, c'est une technique de gravure qui consiste à prendre une plaque de cuivre, à la recouvrir d'une couche de vernis,
et avec un stylet à enlever, à dessiner en fait, à enlever du vernis. Ensuite, on plonge cette plaque dans un bain d'acide, d'où le nom d'eau forte, et l'acide va évidemment ronger le cuivre uniquement là où on a découvert le vernis. Les parties vernies, elles ne sont pas touchées. Ensuite, on vire le vernis, et on va appliquer de l'encre, essuyer, et l'encre ne va rester que dans les creux laissés par l'acide, et on va mettre sous presse, et on va obtenir un tirage. Voilà ce que c'est l'eau forte. Au début du XVIIe siècle, Jacques Callot, il devait avoir 25-26 ans, a fait un long séjour à Florence, à la cour des Médicis, qui étaient les mécènes qui protégeaient les artistes. Pour la petite histoire, Côme II, qui était à l'époque le Médicis au pouvoir, a protégé par exemple Galilée, en particulier des foudres de l'Église. Et donc Jacques Callot s'initie à Florence à l'eau forte. Et il a une idée, parce que c'est quelqu'un qui a un esprit très très ouvert, c'est de remplacer le vernis relativement mou qu'utilisaient les autres artistes par un vernis très dur qui est le vernis des luthiers florentins. Et ça lui permet d'obtenir une précision avec son stylet absolument fabuleuse. L'exemple, c'est sur une plaque de cuivre de 70 par 40 cm, donc assez grande, il a réussi à graver plus de 1000 personnages, 50 chevaux, 60 ânes, 130 chiens, dans une de ses eaux fortes les plus célèbres qui s'appelle la foire d'Impruneta. Je vous montre ça à l'écran. Et quand il était à Florence, il a aussi fait une série de 21 petites gravures, puisqu'elles font 9 mm par 6. Cette série s'appelle les Gobies. Alors, c'était quoi les Gobies? Les Gobies, c'était des nains qui faisaient les cons pendant les banquets de Côme II de Médicis. Et on est à la limite du dessin et de la caricature. Et j'aime beaucoup, beaucoup ces petits personnages. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une incrustation en utilisant un de ces gobies. Alors, dans la série des gobies, il y a le joueur de biniou, le joueur de bombarde, mais j'aurais pu les choisir. Mais il n'est pas vraiment question que cette chaîne ne se fâche avec notre colonie de Bretagne. Et donc j'ai décidé d'en prendre un qui est finalement un espèce d'autoportrait, c'est-à-dire moi me livrant à mon occupation favorite. Et le voilà à l'écran. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à, on va dans Inkscape et on va commencer notre travail de préparation qui nous permettra d'obtenir, a priori, on croise les doigts, une superbe incrustation. On pourrait se dire, bon, il n'y a qu'à importer l'image, hop, et puis il y a une fonction dans Inkscape qui est là, qui s'appelle vectoriser un objet matriciel, et puis hop, on cliquerait sur appliquer, et on aurait comme ça notre objet en vecteur. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est des vecteurs, puisque si on se met en mode point, voilà ce qui sonne obtient. Et ça, franchement, c'est juste inutilisable, quoi. On peut pas faire une incrustation avec ça, c'est pas possible. Donc on va faire autrement. On va garder notre image et on va la stocker dans un calque qui s'appelle image. Et la première chose qu'on va faire, c'est on va faire un cadre. Hop, on crée calque cadre. Et ce cadre, c'est tout simple, hein, on va lui donner une largeur de 40 mm, puisque c'est au niveau de la touche 12. Et on va rendre ce cadre sans fond, avec juste un contour. Comme ça. Et on va prendre notre image, et en maintenant la touche contrôle, en fait, on peut l'agrandir
pour la positionner dans le cadre. Comme ça. Et là, on est prêt. On va se faire un nouveau calque. On va appeler silhouette. Prendre notre stylet et commencer à tracer le contour. Pour mieux voir, on va mettre ce contour en rouge. On peut se mettre en mode point. Et maintenant, on va, en utilisant la touche majuscule et chaque point, alors, je vais baisser un peu dans le style de contour. On va mettre 0.1. Et là, on sélectionne un point, la touche majuscule, et on commence à donner un peu la forme. On évite de laisser des lignes droites, c'est toujours un petit peu disgracieux. Et voilà qui est fait. On passe en mode normal. On peut vérifier tout de suite. On cache l'image. Cache le cadre. Ah, il y a une petite partie qu'on a oubliée, c'est qu'ici, il y a un trou. On a notre silhouette, et donc on va passer les deux vecteurs en couleur. On sélectionne le premier, on va dans les couleurs, on lui dit qu'on veut plus de contour, qu'on veut un fond noir. Même chose pour notre second vecteur, on prend un fond rouge pour le distinguer. On sélectionne les deux, chemin, différence. On a la base là de notre incrustation. Et on n'oublie pas bien sûr de sauvegarder. Voilà, on a quand même pas mal bossé pour ce premier épisode. Bon, on est un peu en décalage, il y aura bien 3 épisodes, hein, puisqu'il nous reste beaucoup de travail évidemment de préparation, mais on a déjà quelque chose de très très sympa, qui est la silhouette de notre gobi, qui correspond à l'image, qui a assez peu finalement de points, malgré un grand détail. Et ça va être une superbe base de travail pour la suite. Si vous voulez voir la suite et que vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, je ne vous le redis pas. Et puis, passez à la boutique, acheter les plaquettes, hein, parce qu'on va en avoir besoin dans pas longtemps. À la semaine prochaine!